2018. J'ai exercé au Cameroun pendant une année après avoir eu mon diplôme, et puis j'ai fait un master en épidémiologie à la faculté de médecine de Marseille en France. J'ai aussi fait un autre master de santé publique à London School of Hygiene and Tropical Medicine à Londres. J'ai aussi travaillé comme épidémiologiste en santé publique France avant de d'immigrer pour le Canada, où j'ai pris le temps de faire mes équivalences et puis de commencer ma résidence en santé publique et médecine préventive en juillet 2024. Donc, de manière résumée, voilà mon parcours. Euh, on a mis sur pied une plateforme qu'on appelle Noma pour permettre aux personnes, excusez-moi, francophones, de se préparer pour l'examen d'aptitude du Conseil médical du Canada, qui est un examen que tous les médecins qui exercent au Canada doivent passer, qu'ils aient eu le diplôme au Canada ou bien à l'étranger. Et donc, beaucoup de gens m'ont posé des questions en inbox pour savoir si est-ce que c'est possible d'exercer au Canada quand on a eu un diplôme à l'étranger, comment ça se passe, est-ce que je peux exercer dans ma spécialité, bref, il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'était mieux d'organiser une séance où un maximum sera présent pour qu'on puisse répondre à toutes ces questions et donc ne pas avoir à répondre en inbox à chacun parce que ça prend énormément de temps et je ne suis pas toujours disponible pour pouvoir répondre. Donc, c'est la raison de la réunion d'aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment une séance questions-réponses. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux aux questions qui me seront posées. Si je ne peux pas répondre, malheureusement, je vous dirai que je ne peux pas. Pour certaines réponses, peut-être je vais devoir vous envoyer des liens ou bien vous référer à certaines ressources qui sont déjà disponibles. Donc, je pense on peut se lancer et ceux qui ont des questions, vous levez juste la main, je vous passe la parole et puis on va évoluer comme ça. On en a pour 1h30 environ de discussion et puis la séance sera enregistrée et sera postée sur la chaîne YouTube de la plateforme Noma. Donc, ceux qui ne sont pas présents pourront le consulter ultérieurement. Donc, voilà pour le mot d'introduction et bon, je pense qu'on va aller droit au but. Vos questions. Je précise qu'il n'y a pas de questions bêtes. Donc, vraiment, sentez-vous libre. Pour ceux qui ne veulent pas prendre la parole, vous pouvez écrire dans le chat et je vais essayer de lire pour répondre. Donc, je passe la parole à qui veut la prendre. Et comme je disais, s'il vous plaît, levez la main pour que ce soit un peu plus évident les prises de parole. Donc, allons-y. Je ne vois pas beaucoup de réactions. Est-ce que c'est que vous n'avez pas de questions ou bien personne ne veut se lancer? Si vous n'avez pas de questions, je vais bien discuter avec vous de... Ok, Yannick. Oui, Yannick, tu as la parole. Ouvre ton micro et tu poses ta question, s'il te plaît. Bon. Oui, Yannick, on t'écoute. Yannick, tu as toujours la main levée, mais on t'entend pas. Je sais pas si tu es en train de parler.
Si tu n'es pas en train de parler, euh, je pense qu'on va passer à quelque chose d'autre. Niamien, tu as la main levée. Bon, tu peux lever sur Zoom pour que je vois facilement, hein, parce que je ne vois pas. Non, Yannick, on ne t'écoute pas malheureusement. J'ai la main levée. Ok. Alors, on m'écoute. Oui, Yannick, on t'écoute. Bon, Niamien, tu vas prendre la parole après Yannick. Ok, d'accord, merci. J'étais en train de dire merci, docteur, pour cette opportunité que tu nous donnes de nous exprimer sur cette plateforme. Alors, j'ai plusieurs questions. Bon, déjà, je suis médecin formé au Cameroun. J'ai également un master en santé publique et j'exerce au Cameroun dans le cadre du management des projets d'implémentation, des projets de recherche aussi. Et je voudrais savoir, pour quelqu'un comme moi, avec le profil que j'ai, qu'est-ce qu'il faut exactement pour pouvoir immigrer au Canada et continuer dans cette même voie que que je fais déjà, beaucoup plus dans le cadre de la recherche. Et je voulais également savoir, dans la présentation, docteur, vous avez dit que vous êtes en résidence de santé publique. Je veux savoir s'il y a des différences entre quelqu'un qui suit ce cursus de résidence de santé publique et quelqu'un qui suit le cursus de PhD de santé publique. Voilà. Donc, voilà les deux questions pour lesquelles je dois avoir un peu plus d'éclaircissement. Merci. Ok, d'accord, Yannick. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta question. Je vais essayer de répondre à la première question. Et pour la première question, comment faire pour continuer à travailler dans ton domaine ici au Canada? Tu m'as dit tu as un master en santé publique et tu fais de la gestion de projet et notamment les projets de recherche. Euh, Comment faire pour continuer ici au Canada dans le même domaine? La première chose que je vais dire, c'est que premièrement, il faut que tu sois capable de travailler au Canada. Pour être capable de travailler, il faut que tu aies comment dire, un statut. En général, ça passe par l'immigration. Soit tu es avec un permis de travail, soit carrément tu fais une demande de résidence permanente. Ça, ce sont des procédures euh, vraiment qui se font en parallèle. Il y a plusieurs programmes d'immigration au Canada qui peuvent te permettre d'avoir la résidence permanente. Euh, une fois que tu es ici, si tu veux vraiment faire dans la gestion de projet, de recherche, tu n'as pas besoin d'être médecin pour le faire. N'importe quel professionnel de santé publique peut faire dans la gestion de projet de recherche. Donc, une fois que tu arrives ici, tu devras postuler aux offres que tu trouves. Et vu que tu postules, c'est quelque chose qui est compétitif, vu que tu vas devoir te frotter à d'autres candidats et il faudra donc te poser la question, est-ce que genre, ton profil te rend compétitif? L'expérience que tu as, oui, ça te rend compétitif. Le fait que tu aies une formation en santé publique, ça te rend compétitif. Le fait que tu sois médecin aussi, c'est un point positif, mais c'est des choses qui ne sont pas en général réservées uniquement aux médecins. Euh, et puis, tu postules juste, tu vas passer des entrevues. Si les recruteurs jugent ton dossier intéressant et après les entrevues en général, ils vont te dire si ils te prennent pour le poste ou pas. Donc, en général, c'est ça. Maintenant, ici au Canada, il y a souvent ce qu'ils appellent l'expérience canadienne. Donc, en général, quelqu'un qui n'a pas une expérience au Canada, c'est souvent compliqué pour cette personne-là euh, d'avoir facilement une offre. Euh, donc, il faut aussi penser à ce point-là, à considérer. Donc, en général, quand les personnes arrivent, ils vont souvent essayer de faire une formation, une formation qui sera plus ou moins courte dans son domaine. Question de pouvoir justifier d'avoir une expérience canadienne. Donc, c'est ce que je peux dire pour ta première question. Donc, c'est bien possible. Et comme je disais,
c'est c'est des fonctions qui n'exigent pas que tu aies une formation en médecine. Donc, sur ce point-là, tu n'auras pas vraiment besoin de faire une procédure d'équivalence pour travailler dans ce domaine-là. Euh, pour ta deuxième question, euh, est-ce qu'il y a une différence entre moi qui fais la résidence de santé publique et médecine préventive et quelqu'un qui, par exemple, a un PhD en santé publique? Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Désolé. Euh, donc, je suis en train de dire, c'est quoi la différence? Il faut faire un professionnel de santé publique est différent d'un médecin de santé publique. C'est la première différence qu'il faut faire. Et ça, c'est le cas un peu partout, que ce soit au Cameroun ou que ce soit dans d'autres pays. Il y a des professionnels de santé publique et il y a des médecins de santé publique. Un médecin de santé publique, c'est un médecin qui a fait une spécialisation de santé publique. Ici au Canada, ils parlent de santé publique et médecine préventive. En France, ils vont juste dire santé publique. Un professionnel de santé publique, c'est quelqu'un qui a une formation en santé publique. Qui dit formation en santé publique parle de formation universitaire. Au Cameroun, il y a des formations universitaires en santé publique. C'est possible d'avoir, par exemple, des licences en santé publique. C'est possible d'avoir un master en santé publique. C'est possible d'avoir un PhD en santé publique. Donc, quelqu'un qui a un PhD en santé publique n'est pas forcément médecin de santé publique. Quelqu'un qui a un diplôme de médecine et un PhD en santé publique, ça ne fait pas de lui un médecin de santé publique. Il reste professionnel de santé publique, mais il n'est pas médecin de santé publique. Médecin de santé publique, c'est celui-là qui a fait une spécialisation de santé publique, parce que c'est un parcours bien différent. Et ils n'ont pas les mêmes rôles. Un médecin de santé publique peut faire des ordonnances, peut faire des prescriptions, peut consulter des patients dans son domaine en santé publique, mais un professionnel de santé publique ne peut pas le faire. Soit parce que tu as un PhD en santé publique ou bien en épidémiologie, je ne sais pas quoi, que tu pourras consulter des patients, bien que tu pourras faire des ordonnances. Donc, c'est ça la nuance qu'il faut faire. Oui, quand on a un diplôme de médecine et qu'on a une formation en santé publique, c'est des compétences en plus qu'on a en tant que médecin. Et donc, ça peut nous permettre d'avoir des postes dans le domaine de santé publique. Mais ça ne fait pas pour autant de nous des médecins de santé publique. Donc, c'est ça la nuance. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Yannick, ou est-ce que tu aurais d'autres questionnements par rapport à ce que j'ai dit? Ok, ok, je crois que c'est bon déjà pour ces deux questions. Bon, je pense que je vais laisser la parole aux autres pour qu'ils puissent poser aussi leurs questions. OK. Peut-être si dans leurs questions, ils posent l'autre question qui me trotte encore à l'esprit, là, Mhm. je vais laisser, mais si c'est pas fait, je vais revenir encore là. Merci. D'accord. D'accord. Et avant que les autres ne posent des questions, euh, je voulais juste rajouter quelque chose. Pour la spécialisation de santé publique, au Cameroun, par exemple, c'est 4 ans. Donc, c'est 4 ans de formation, de résidence après avoir eu son diplôme de médecine. En France aussi, c'est Effectivement. 4 ans après avoir eu son diplôme de médecine. Et dans les 4 ans, il faut faire un master de santé publique d'1 an. Ici au Canada, la formation, c'est 5 ans de résidence en santé publique. Et dans les 5 ans, il faut faire un master de santé publique ou bien d'épidémiologie. Ça dépend du programme de résidence où tu es. Donc, c'est juste pour que tu comprennes mieux la nuance qu'il y a entre un professionnel de santé publique et un médecin de santé publique. OK, bon, Yannick n'a plus de questions. On va passer à Niamien. Bonsoir, Niamien. Merci. Tu peux Merci ouvrir ton beaucoup. micro et poser ta Ouais, question. ouais. Bonsoir, docteur. Merci beaucoup pour de m'avoir donné la parole. Moi, je suis Niamien, je suis médecin généraliste, originaire de Côte d'Ivoire. Je viens de la Côte d'Ivoire. Alors, je suis actuellement en France pour stagiaire associé. Oui. Voilà. C'est-à-dire, j'ai soutenu mon doctorat. J'étais en attente d'affectation dans mon pays Mhm. et il y avait un petit problème.
d'affectation. Le gouvernement a mis un nouveau système, bon, ça ne nous arrangeait pas, donc lutter à ce que le gouvernement revoie ses conditions. Bon, il s'entêtait donc que moi, dans ça, j'ai postulé pour un stage. Il y a eu le stage, mais je suis venu en France actuellement pour le stage. Et depuis que je suis arrivé ici, vraiment, je fais des recherches pour immigrer au Canada Hmm. dans le but de m'intégrer. Ouais. D'abord, je veux savoir, est-ce que avec mon statut, si j'arrive au Canada, ça sera facile de m'intégrer? Parce que là, je n'ai pas exercé dans mon pays. C'est vrai, actuellement où je suis ici, je suis dans un service de traumato et orthopédie. Donc, je fais fonction de aide opératoire et je fais le suivi aussi des malades après le post-opératoire, le suivi. Donc, il me demande, puisque je n'ai pas exercé dans mon pays, comme médecin proprement dit, est-ce que ce statut-là, si j'arrive au Canada, mon intégration sera facile? Ça, c'est la première question. Si mon intégration est facile, est-ce que c'est possible qu'il y ait une organisation, bien surtout de formation pour nous, pour le suivi? Parce que quand je fais des recherches, je vois qu'il y a des matières un peu comme éthique que nous, on n'a pas vraiment fait en Côte d'Ivoire dans notre formation. Voilà, ce sont des choses qu'on connaît partiellement, mais apparemment là-bas, ça fait partie d'une matière de base. Donc, je me demande, est-ce qu'il y a, il y a des structures de formation pour nous encadrer pour, pour les différents concours? Et s'il y en a, est-ce que les cours seront dispensés ou bien la formation va se faire en français? C'est un peu mes trois questions. Merci. OK. Bon. Est-ce que là, vous voyez mon écran? OK. Merci pour tes questions, Niamien. Ce sont des questions très pertinentes. Ça va nous aider à aborder plusieurs points sur le parcours du médecin diplômé à l'étranger dans son intégration au Canada. La première chose à chercher à savoir, euh, quand on veut exercer comme médecin au Canada et ayant eu son diplôme à l'étranger, c'est est-ce que l'école où j'ai fait ma formation est reconnue? C'est la première question Bon, à se poser. Je ne sais pour pas si... l'école, j'ai vérifié, c'est bon, c'est OK. Ok, super. C'est ce que je voulais... C'est le point que je voulais soulever parce que beaucoup ne savent pas ou bien ne se rendent pas compte. Mais c'est quelque chose de très important. Je vais juste prendre l'exemple du Cameroun. Euh, je vais prendre l'exemple du Cameroun et genre pour que tout le monde essaie de voir. Là, vous voyez mon écran, c'est le site du World Directory of Medical School. Donc, c'est un peu comme le registre de toutes les écoles de médecine dans le monde. Donc, chaque école de médecine, dès qu'elle est ouverte, normalement, doit s'inscrire ici. Et ici, c'est la liste des écoles de médecine qui sont reconnues au Cameroun. Vous allez voir que à l'heure où on est en train de discuter, il y a bien plus d'écoles de médecine que celles qui sont listées ici. Il y a bien plus d'écoles de médecine. Donc ça, c'est la première des choses. Est-ce que ça apparaît sur cette liste ici? La deuxième des choses, c'est de savoir est-ce que mon université a le sponsor note du Canada? Donc ici, on va prendre deux exemples. Je vais prendre la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1, là où j'ai fait ma formation. Euh, Quand on ouvre là, on va dans Sponsor Notes, on voit Canada, vous voyez, et puis on voit aussi les États-Unis. Donc, cette faculté-là a le Sponsor Note du Canada, ça veut dire qu'ils peuvent passer l'examen sans problème. Par contre, si je reviens en arrière et que je clique par exemple sur euh, la faculté de médecine de Garoua, faculté de médecine et sciences biomédicales de l'Université de Garoua, et que je viens dans le Sponsor Note, on voit qu'il n'y a rien. Ça veut dire que ceux qui sont diplômés ou qui seront diplômés de la faculté de médecine de Garoua ne peuvent pas encore entamer une procédure d'équivalence pour exercer la médecine au Canada. Donc, ça, c'est des choses à savoir.
Donc, si jamais vous êtes dans ce cas-là, ce qu'il y a à faire, c'est la patience. OK. Bon, je vais arrêter le partage et puis je vais maintenant genre, tomber en plein dans ta question. Vu que tu n'as pas exercé, est-ce que ce sera facile pour toi de t'intégrer? Première des choses qu'il faut savoir, c'est que l'intégration n'est pas facile, que tu exerces ou pas. Ça, ce n'est pas facile. Le fait que tu n'aies pas exercé, est-ce que ça te disqualifie d'emblée de pouvoir exercer au Canada? Non, ça ne te disqualifie pas du tout. Ce qui est bien, c'est que actuellement, bien que tu ne sois pas en train d'exercer de manière autonome ou indépendante, tu as quand même un statut d'apprenant faisant fonction interne ou bien stagiaire associé. C'est considéré comme une formation postdoctorale. Donc, ce sera plutôt bien vu dans ton dossier. Oui. Donc, ça, c'est pour la première question. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a euh, un cadre, genre, pour se préparer pour l'examen d'aptitude du Conseil médical du Canada en français? Jusqu'ici, euh, l'Association des médecins camerounais du Canada, l'année dernière, avait fait une session de préparation qui avait mis, je crois, 3 mois. Actuellement, ils sont encore en train de réfléchir comment créer une autre formation, une autre session. Et justement, c'est des sessions où des médecins qui existent au Canada ou bien des résidents vont venir vous entretenir sur des sujets genre bien précis. Oui, et aussi vous donner des astuces sur comment préparer l'examen ou bien comment éviter certains pièges ou bien comment raisonner devant certaines questions. Donc, jusqu'ici, c'est la seule plateforme de préparation pour l'examen d'aptitude du Conseil médical du Canada en français que moi je connais. C'est vrai que j'ai aussi entendu parler des anges de l'espoir, mais je ne connais pas quelqu'un qui ait fait des cours là-bas avec qui j'ai discuté pour essayer d'avoir un retour. Donc, ça, c'est ce que je peux dire pour ce point-là. Troisièmement, tu m'as parlé de l'éthique. Euh, Dans la formation, tu m'as dit, vous n'avez pas beaucoup fait ça. Et c'est une réalité pour beaucoup. Et l'éthique aussi, ça varie en fonction du contexte où on a fait sa formation parce que ce qui est considéré comme éthique chez nous au Cameroun n'est pas forcément ce qui est considéré comme éthique en Côte d'Ivoire. Encore moins ici au Canada parce que les réalités sont différentes. Euh, Ce que moi je peux te dire, c'est trouve des QCM d'éthique où tu vas t'entraîner, puis tu vas lire les réponses. Tu vas essayer de revisiter les références pour essayer de comprendre comment est-ce que ça se passe dans le contexte canadien. Parce que les questions qui vont venir dessus seront typiquement en contexte canadien. Ce ne sera pas juste le bon sens. Il y a des choses que dans notre contexte, par exemple, on ne connaît pas. La fin de vie, par exemple. On ne connaît pas ça. L'aide médicale à mourir. On ne connaît pas ça. L'obligation de dire la vérité, déclarer ses erreurs. C'est des choses qui existent chez nous, mais sur lesquelles on ne met pas beaucoup d'accent. Donc, c'est des choses qu'il faudra, genre, réviser pour pouvoir mieux aborder les questions de ce type qui vont venir à l'examen. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à tes 3 questions ou bien s'il y a une que j'ai loupée. Ouais, vous avez répondu à mes 3 questions, mais est-ce que vous pouvez me donner le nom de l'organisation, à part les anges de l'espoir, il y a une organisation qui va... C'est l'AMCC, Association des médecins camerounais du Canada. Ah, ok. Euh, je vais taper ça rapidement et puis je vais partager le lien hmm, dans le chat. Ok. Ok, Merci beaucoup. bon. Merci beaucoup infiniment. Merci en tout cas pour le Non, travail que vous faites. je t'en prie, Namien. Donc, je pense ils ont leur contact sur le site. Donc, tu peux faire un message, leur poser des questions par rapport à ça. Peut-être ça va leur mettre un peu de pression aussi, qu'ils sachent qu'il y a une petite demande pour ceux qui veulent se préparer pour l'examen d'aptitude du Conseil médical du Canada. Et puis, peut-être ils vont mettre un peu plus d'énergie pour organiser ça. OK, bon. Je pense que j'ai répondu aux questions de Niamien. C'est qui le suivant? Qui d'autre a des questions?
Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions? Dans le chat, j'ai mis le lien vers le site de la MCC, aussi le lien vers le site des Anges de l'Espoir, hein. Vous pouvez consulter, vous pouvez les contacter. Vraiment, ça, c'est à vous de voir. Quelqu'un d'autre aurait une autre question? OK. Comment votre plateforme aide les gens aujourd'hui? Donc, dans le fond, la plateforme Noma QBank merci de poser la question. Euh, moi, je vais partager mon écran. Euh, donc, ça, c'est la plateforme Noma. Euh, dans le fond, c'est une plateforme qui, à long terme, est censée être une ressource complète pour toutes les personnes exclusivement francophones qui veulent se préparer pour les examens du Conseil médical du Canada. C'est une plateforme qui est encore, comment dire, qui est encore en train d'être mise sur pied. Et donc, pour le moment, ce que la plateforme offre, c'est uniquement des examens blancs aux 2 semaines. Des examens blancs qui simulent un peu l'examen du Conseil médical du Canada. Euh, donc, si par exemple, je dirais que je vais essayer de me connecter, je vais me connecter et puis là, par exemple, c'est ça la présentation de la plateforme. Vous avez la section tableau de bord qui va un peu donner les données sur qu'est-ce que votre progression et tout. Vous avez la section examen blanc où vous allez voir les examens blancs genre, auxquels vous avez déjà participé, c'était quoi votre score et les examens blancs à venir. Donc, l'examen blanc, le prochain examen blanc euh, sera l'examen blanc qui va débuter demain. Bon, qui va débuter vendredi. Avec décalage horaire, bon, demain peut ne pas être votre demain. Il y aura certaines personnes peut-être qui sont déjà vendredi là où elles sont. Donc, ce sera le prochain examen blanc, c'est ce week-end-ci. Donc, en général, ça ouvre le vendredi à minuit 1 minute et ça ferme le dimanche à 23h59. Et puis le lundi, vous avez vos résultats avec le classement. Et c'est les QCM qui ont des corrections avec des références. Ça c'est vraiment pour permettre de s'évaluer, mais aussi de s'entraîner. Donc, à côté de ça, bon, j'ai oublié de préciser, les examens blancs à l'heure actuelle ne sont réservés qu'à ceux qui se sont abonnés à la plateforme. Donc, il y a deux options pour s'abonner. C'est 50 dollars canadiens. Vous avez accès pendant un mois dans 2 examens blancs. Euh, ou, ou alors 200 dollars et puis vous avez accès à la plateforme pendant 6 mois. Donc, à côté de la section examen blanc, il y a la section apprentissage. Là, c'est gratuit. Pour le moment, il n'y a qu'une dizaine de QCM qui sont disponibles là. Euh, on pourra encore ajouter d'autres QCM. Mais ça, c'est juste pour que vous ayez une idée de genre à quoi peuvent ressembler les QCM, genre qui y a sur la plateforme et qui peuvent venir à l'examen. Donc, pour le moment, c'est ça que la plateforme NomaQBank propose à ceux qui se préparent pour l'examen. Plus tard, il y aura une banque de questions avec des milliers de QCM où chacun pourra se préparer vraiment à la demande. Donc, chacun pourra créer son nombre de QCM et puis aller à son rythme. Mais il y aura toujours les examens blancs. Là, vraiment pour s'évaluer, puis pour se comparer aux autres. Et aussi, ça c'est dans un plus long terme, des capsules vidéo ou bien des cours de rappel pour, pour ceux qui auront besoin, pour ceux qui auront besoin des cours. Et puis, genre vraiment des synthèses sur des sujets, les objectifs du Conseil médical du Canada. Donc, à long terme, c'est vraiment ça qu'on envisage. Mais pour le moment, il n'y a que les examens blancs qui sont disponibles. J'espère avoir répondu à la question
de moi. Et donc, je vais arrêter avec le partage d'écran. Est-ce qu'il y a une une autre question ou bien moi, tu voulais me relancer par rapport à quelque chose que tu n'as pas compris ou une autre question que tu as? Bon, je t'en prie, moi. Autre question? Vous pouvez poser vos questions dans le chat, hein, ou bien lever la main et puis on vous passe la parole. Oui, Michel. Bonsoir. Bonsoir. Désolée, je suis là encore en retard comme la dernière fois. Donc, je n'ai pas suivi votre présentation. Euh, Ma question était celle de savoir, bon, en fait, pour moi, je me suis formée, je suis camerounaise, mais j'ai fait ma culture générale à l'industrie intéressante. Et actuellement, je suis active de spécialisation dans. Maintenant, Excuse-moi, je voulais, Michel. Il y a un écho derrière. J'ai du mal à bien saisir ce que tu dis. euh, j'ai eu un petit peu chez moi. Moi, j'arrive de connaître mon texte. C'est quoi? Oui, Allô, oui, Michel. Oui, là, je pense que ça va mieux. d'accord. Je disais, je suis actuellement en spécialisation au Cameroun Oui. et je voulais savoir est-ce que la procédure en fait pour la reconnaissance du diplôme c'est la même pour les médecins généralistes et que pour les médecins spécialistes. Est-ce que le fait d'être spécialiste ça facilite les choses ou alors ce sera la même chose que pour un médecin généraliste? OK. Bon. Euh, Merci pour ta question, Michel. C'est une question très pertinente parce que là, ça va nous amener un peu plus loin. Euh, Déjà, il faut qu'on se comprenne parce que le système de santé au Canada est un peu complexe. Le Conseil médical du Canada s'occupe de, de, comment dire, se rassurer que la formation de base en médecine est homogène à travers le Canada et que ceux qui sont diplômés à l'étranger ont les compétences nécessaires pour ce qui est de leur formation de base. Donc, ça veut dire que pour quelqu'un qui n'a que son diplôme de médecine générale, il va passer par le CMC pour faire son équivalence. Maintenant, pour ce qui est des médecins spécialistes, là, c'est les collèges, comment dire, c'est, comment dire, c'est le Collège royal des médecins du Canada qui va s'occuper de dire si ta formation de spécialiste est équivalente à leur formation de spécialiste ici au Canada. Et en général, ils peuvent te faire passer leur examen, genre dans la spécialité où tu veux postuler, si ta formation est équivalente. Et c'est après ça que tu pourrais exercer. Donc, c'est deux voies qui sont, euh, je veux dire, différentes, mais aussi complémentaires. Parce que pour travailler comme médecin spécialiste, ou bien pour avoir l'équivalence de médecin spécialiste, il faudrait d'abord que tu montres que tu as eu ta formation en médecine de base qui est équivalente à la formation de médecine de base au Canada. Donc, ça suppose qu'il faudra que au Conseil médical du Canada, que tu aies fait la reconnaissance de ton diplôme de médecine générale et c'est pas pour tout le monde, pour, pour certaines régions du monde, que tu as réussi à l'examen d'aptitude du Conseil médical du Canada, qui est l'examen écrit. Maintenant, pour aller dans le vif et vraiment répondre à ta question,
Si tu es spécialiste au Cameroun, tu as terminé avec ta spécialisation, est-ce que tu auras besoin de faire l'équivalence de ton diplôme de médecine générale ou l'équivalence de ton diplôme de spécialiste? Je vais commencer par dire, oui, tu auras besoin de faire l'équivalence de ton diplôme de médecine générale. Tu vas devoir passer par là. Maintenant, est-ce que tu peux faire l'équivalence de ton diplôme de spécialiste? Oui, tu peux faire l'équivalence de ton diplôme de spécialiste, mais il faudra que tu sois capable de prouver que la formation dans ta spécialité au Cameroun est comparable à la formation dans cette spécialité ici au Canada. Et si tu réussis à montrer que cette formation que tu as eue dans ta spécialité au Cameroun est comparable, le, le Collège royal des médecins du Canada pourra te demander de passer leur examen que leurs spécialistes passent ici avant d'avoir leur permis d'exercice dans leur spécialité. Et donc, si tu réussis cet examen, ils vont, genre, te donner l'équivalence complète. Et avec ça, ce sera possible de travailler dans ta spécialité. Je le dis comme ça de manière rapide. Ça peut paraître simple, mais c'est un parcours qui n'est pas aussi simple que ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Michel. Wow. C'était un peu Merci, merci. compliqué. C'était un peu compliqué, j'imagine. Vraiment, vraiment pas facile à comprendre, mais je crois quand même avoir compris. Mais sinon, après votre réponse, si je comprends bien, l'idéal, franchement, serait, si je compte immigrer vers le Canada, ce serait de postuler d'abord ce serait d'essayer vraiment d'immigrer en tant que généraliste parce que sinon, ça devient un double travail laborieux parce que j'ai quand même des amis qui sont au Canada, qui depuis font des tests, qui essayent, voilà, de passer le test pour la reconnaissance des diplômes et ça ne marche pas forcément pour tous. J'en connais juste un seul qui a réussi la partie écrite. Il n'a pas encore passé la partie pratique. Hmm. Donc, je ne sais pas. Et j'entends aussi beaucoup les échos hein, de médecins généralistes qui sont au Canada, qui essayent de faire leur reconnaissance de diplôme et ils disent vraiment que c'est pas du tout facile à faire. Donc, à vous entendre parler, je crois vraiment que l'idéal serait vraiment d'essayer de se faire reconnaître en tant que généraliste et puis venir essayer de faire l'aspect là-bas pour ne pas perdre beaucoup de temps. Oui, tu n'as pas, tu as raison, mais je vais aussi apporter une autre précision. En fait, au Canada, même le Mhm. médecin généraliste, ici, ils appellent ça médecin de famille, est un spécialiste. Ok, Donc, en reconnaissant ton diplôme de médecine, en fait, notre diplôme de médecine générale au Cameroun correspond un oui, peu à leur diplôme de base ici. Genre à quelqu'un qui a fait ses 4 ou ses 5 années de médecine et qui a son diplôme de base en médecine. Parce que c'est après d'accord. ça qu'il fait 2 années supplémentaires pour être médecin de famille. Donc, ça, c'est la première nuance à soulever. Et comme tu as dit, euh, euh, la voie que beaucoup empruntent et qui est la plus accessible, c'est terminer avec la reconnaissance de son diplôme de médecine générale et puis faire la spécialisation ici, rentrer en spécialisation ici et puis avoir son Mhm. diplôme de spécialiste. Et là, tu peux librement travailler dans ta spécialité. Donc, ta question, merci beaucoup, Michel. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là. Oui, 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 Collège royal des médecins du Canada, c'est le site. Je vais poster ça dans le chat. Donc, d'accord, merci. non, je t'en prie. Donc, en fait, pour les diplômes de spécialistes, c'est ici que ça se passe. Donc là, par exemple, présenter une demande de reconnaissance d'une spécialité. Euh, Preuve du besoin spécialiste. Bon, déjà, ils disent qu'il faut que ça réponde à un besoin. Euh, euh, hmm,
frais de demande, $14 000. Ok, bon, bref, Wow. ça c'est même des informations que je n'avais pas. Euh, mais bon, je pense pas qu'on aura le temps de fouiller ce site aujourd'hui Mhm. pour avoir toutes les informations. Mais si tu auras pas mal les informations nécessaires pour, pour savoir c'est quoi le processus pour, pour reconnaître son diplôme de spécialiste. Donc, cette plateforme-ci est différente euh, de la plateforme du Conseil médical du Canada où, hum, donc, ça, c'est la plateforme genre, du Conseil médical du Canada où genre, se passe en général la reconnaissance de son diplôme de médecine de base dans la médecine générale. Donc, c'est à peu près ça. C'est deux voies différentes qui ont des aboutissements Mhm. différents. Mais comme je disais, la voie que beaucoup empruntent et qui est plus accessible, c'est la voie de la résidence. Donc, refaire sa spécialité ici, refaire sa spécialisation ici et puis exercer. OK. Merci, Michel, pour ta question. Merci, merci, docteur. OK. Yannick pose la question de savoir qu'est-ce qu'on entend vraiment par équivalence de diplôme. Cette équivalence de diplôme, c'est un peu genre, OK, je viens par exemple de la Côte d'Ivoire avec mon diplôme de médecin et j'arrive au Canada. Je ne peux pas juste dire que je suis médecin parce que j'ai fait ma médecine en Côte d'Ivoire. Il faudra, genre, que tu montres la preuve que je peux être médecin au Canada. Et pour montrer la preuve que tu peux être médecin au Canada, il faut faire cette procédure d'équivalence-là. Procédure d'équivalence, euh, ça veut dire que tu as été jugé apte à poursuivre un programme de résidence au Canada, ou alors que tu as été jugé apte à exercer comme médecin au Canada dans ta spécialité. C'est ça l'équivalence du diplôme. Et comme je disais tout à l'heure, à la suite de la réponse de Michel, pour l'équivalence de ton diplôme de base en médecine, diplôme de médecine générale que nous on a en général au Cameroun et dans d'autres pays, ça se fait à travers le Conseil médical du Canada. Il faut d'abord authentifier ton diplôme. Il faut réussir à l'examen d'aptitude du Conseil médical du Canada, partie 1. C'est l'examen écrit. Donc, dès que tu as authentifié ton diplôme et que tu as réussi à cet examen, tu as l'équivalence. Tu as l'équivalence, donc tu es jugé apte à pouvoir continuer ta formation en spécialité au Canada et donc tu peux postuler au programme de résidence. Pour quelqu'un qui est spécialiste, il faudrait qu'au niveau du Collège royal des médecins du Canada, qu'il prouve que sa formation dans sa spécialité est équivalente à ce qui se fait ici au Canada et qu'il réussisse à l'examen du Collège royal des médecins du Canada. Une fois qu'il a fait ces deux conditions-là, il aura son équivalence, il aura son autorisation d'exercer. Donc, voilà un peu pour répondre à ta question. Est-ce que j'ai répondu, Yannick? Si je n'ai pas répondu, tu peux me relancer avant que je ne passe à la prochaine question. OK, Yannick dit c'est bon, merci. Ça, c'est Yvan. J'aimerais savoir si on sera entretenu sur les étapes d'équivalence de nos diplômes auprès du CMC. Quelles sont les étapes et la durée moyenne de ce processus? OK. En fait, les étapes, euh, il faut que je partage cet écran pour que vous essayez de voir. Non, les étapes, c'est quoi? La première étape, c'est comme je vous ai dit, se rassurer que son établissement a l'agrément ici au Canada. Et donc, on peut débuter avec sa procédure d'équivalence.
Ça, c'est la première chose à faire, se rassurer. Et une fois que vous êtes rassuré que vous avez le sponsor Note du Canada, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez créer un compte sur inscriptionmed.ca. Et si on ouvre cette page ici, ça va vous donner une idée des frais d'ouverture. Donc, pour ouvrir un compte sur inscriptionmed.ca, ça va vous coûter 335 dollars canadiens. Une fois que vous avez ouvert votre compte sur inscriptionmed.ca, vous allez faire ce qu'ils appellent une demande de vérification à la source. Présenter une demande de vérification à la source. Donc, ça, c'est l'étape suivante. Cette étape-ci, ça va vous demander de payer 232 dollars pour pouvoir vérifier votre diplôme à la source. Donc, ils vont demander votre diplôme et aussi d'autres documents comme un scan de votre passeport, un formulaire que vous avez rempli, que vous avez fait certifier par une autorité compétente. Et puis, ils vont se charger de faire cette vérification-là. Mais en général, ils vont devoir envoyer votre diplôme à votre faculté de médecine pour que votre faculté de médecine authentifie effectivement que ce sont eux qui ont émis ce diplôme-là. Donc, ça, c'est l'étape qui suit. Et une fois que votre vérification à la source a été complétée, ou même quand elle est en cours, vous pouvez vous inscrire à l'examen du CMC. Et l'examen du CMC, il y a en général trois examens phares, mais le plus important, c'est le ACMC partie 1. Donc, comme vous voyez là, ils disent que c'est une norme nationale pour l'évaluation des connaissances médicales essentielles, des compétences en prise de décision clinique que doit posséder toute personne souhaitant exercer au Canada. Donc, c'est un examen que même les étudiants canadiens passent. Donc, tous les médecins diplômés à l'étranger aussi doivent passer cet examen-ci. Donc, tu vas t'inscrire à cet examen-ci. Ça a aussi des coûts. Euh, le coût, c'est 1500 dollars canadiens. Et donc, c'est un examen qui en général a lieu 4 fois l'année pendant pendant des périodes bien précises. Euh, ici, je n'ai pas la programmation. Euh, ouais, je pense que peut-être on pourra la voir ici. Euh, mais en général, là, vous voyez par exemple, c'est quoi les sessions de l'année prochaine. La prochaine session de cet examen écrit-là, c'est du 20 janvier au 17 février. Et puis, il y aura une session du 22 avril au 27 mai, ensuite entre août et septembre, et puis en octobre. Donc, voilà les prochaines sessions. Une fois que vous êtes inscrit à cet examen-ci et que vous le passez et que vous réussissez, c'est bon. Vous pouvez déjà obtenir votre lettre d'équivalence. Vous êtes déjà apte à poursuivre, genre, une spécialisation au Canada. Maintenant, combien de temps est-ce que ça prend? Créer un compte sur inscriptionmed.ca, c'est quelque chose d'instantané. Donc, vous le faites, ça ne va rien vous demander. Euh, la vérification à la source, en général, c'est ça qui prend le plus de temps. La vérification à la source. Ça prend le temps et en général, ça prend plus de temps si votre école ne répond pas de manière prompte. Donc, votre école souvent peut tarder à répondre. Donc, si vous êtes proactif et que vous faites le suivi de votre demande et que vous rendez à votre école pour, pour essayer, je sais pas, d'accélérer les choses ou bien de voir ce qui bloque. En général, ça peut mettre 2 mois, ça peut mettre 3 mois maximum. Pour moi, ça avait mis 6 mois. Mais moi, je n'étais pas au Cameroun. Donc, il fallait que je trouve des personnes qui devaient se rendre à mon école pour essayer de faire le suivi. Pour l'examen, ça dépend de vous, combien de temps vous allez prendre pour vous préparer. Mais une fois que vous avez passé l'examen, actuellement, je pense que le délai pour avoir les résultats, c'est maximum 4 semaines. Non, après un mois, vous avez déjà vos résultats. Je pense que la dernière session, après 2 semaines, ils ont eu leurs résultats. Donc, ça, c'est assez rapide aussi. Donc, pour parler des délais, voilà un peu ce que ça va vous prendre comme délai pour compléter votre procédure d'équivalence.
Euh, il y avait encore quel autre point sur la question? Ouais, je pense que j'ai répondu à tes questions, Evan. Est-ce que tu as une autre question? Ou bien un point que je n'aurais pas abordé? Ok, Evan. Si je suppose que j'ai répondu à ta question, je vais passer à la prochaine question. Ça, c'est la question de Maël, Maël Yvan. J'aimerais savoir, selon vous, que faire pour maximiser la préparation à l'EACMC partie 1? Quelles sont les ressources à avoir? Et est-ce que Noma QBank à lui seul peut nous permettre d'atteindre nos objectifs? Vous pouvez nous aider en nous donnant toutes les ressources disponibles et nécessaires pour une bonne préparation. Hmm. Alors, ça fait beaucoup de questions, hein, Maël Yvan. Euh, pour la première, pour la première question, quelles sont les ressources à avoir? Est-ce que Noma Cubank à lui seul peut nous permettre d'atteindre nos objectifs? Moi, je vais dire non. Malheureusement, Noma Cubank ne peut pas, euh, Noma Cubank à lui seul ne peut pas vous aider à atteindre vos objectifs. C'est juste un soutien dans la préparation. Et de toute façon, pour atteindre ces objectifs, les ressources à elles seules également ne suffisent pas. Il y a aussi la préparation, comment on se prépare, la discipline qu'on a dans la préparation. Et bon, comment est-ce qu'on gère le stress? Donc, dans le chat, je viens de mettre le lien sur les ressources pour pouvoir se préparer. Des gens m'ont posé la même question en inbox. Genre, quelles ressources est-ce qu'on peut utiliser? Ici, vraiment, il y a une panoplie de ressources, mais il y a très peu de ressources en français, malheureusement, et c'est pour cela qu'on a créé la plateforme de Makewan, parce que jusqu'ici, il n'y a, il n'y a aucune, je place bien mes mots, aucune plateforme avec des QCM exclusivement en français. Noma est la seule plateforme exclusivement en français qui propose des QCM exclusivement en français pour se préparer. Euh, Comme ressource, moi, je vais prendre mon exemple. Quand moi, je préparais, comme je vous ai dit, il n'y avait pas de ressources en français. Donc, toutes les ressources que j'utilisais, c'était des ressources en anglais. Et il y a cette ressource, c'est le Toronto Notes. C'est, c'est un livre qui est écrit par les étudiants de l'Université de Toronto et qui, en général, font un peu comme les résumés de certaines notions. C'est un document qui est quand même plus ou moins complet. Donc, c'est avec ça que moi, je m'étais préparé et euh, comment dire, c'est dedans que je faisais beaucoup de lectures parce que là-bas, il y a pas mal quand même de recommandations canadiennes, pas juste des recommandations en général. C'est important de se fier aux recommandations canadiennes. Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait d'autres banques de questions, mais là, qui étaient purement en anglais, qui n'étaient pas en français, comme NomaQ Bank. Euh, on m'a aussi parlé du Lantier. Ça, je ne l'ai pas utilisé, mais il se pourrait que ce soit un bon livre de médecine interne. Euh, il, s- il se pourrait qu'il y ait la version française. Donc, vous pouvez l'utiliser aussi, si vous pouvez aussi, si vous pouvez avoir accès à ça. Mais dans le fond, c'est des banques de questions. Aujourd'hui, vous avez Noma Bank où vous pouvez avoir des questions en français, mais il y a une panoplie de banques de questions en anglais aussi. Canada Cubank, ACE Cubank, le UWorld. Ce sont des ressources, mais qui sont purement en anglais. Maintenant, ressources de lecture, j'ai parlé du Toronto Notes, vous pourrez consulter. J'ai parlé du Lantier. Euh, donc, à la base, c'est ce que moi je peux vous donner. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus curieux et qui peuvent naviguer
dans tout ce que le site du Conseil médical du Canada offre. Vous pouvez aussi naviguer. Et il faut aussi savoir que le Conseil médical du Canada a d'autres ressources, mais là qui sont payantes. Donc des QCM, je pense qu'ils ont un lot de 230 QCM pour simuler vraiment un examen réel. Et puis des lots de 150 QCM. Mais là, c'est payant. Je ne me rappelle plus exactement c'était c'était quoi le prix. Donc, ça, c'est pour ce qui est des ressources. Euh, mais comme j'ai dit, atteindre les objectifs des ressources ne constitue qu'un aspect. Il faut se bâtir genre une stratégie ou bien un plan d'études en fonction des objectifs du Conseil médical du Canada, parce que leurs examens, ça ne sort de nulle part. Ils se basent sur leurs objectifs pour concevoir les QCM et se rassurer que les candidats maîtrisent ces notions-là. Euh, et puis, il faut avoir une certaine discipline dans la préparation. Ressources disponibles et nécessaires, moi, je pense que j'ai répondu du mieux que j'ai pu en me battant sur mon expérience personnelle. Et dans le fond, comme je vous ai dit, Noma Cubank, c'est vraiment vous permettre, un, d'évaluer votre préparation et deux, de vous comparer aux autres. Donc, c'est vraiment pour ceux qui sont déjà en train de préparer l'examen du Q1. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Maël Ivan. Sinon, tu peux ouvrir ton micro et puis me relancer. Oui, oui, merci, merci. Donc vraiment, vous avez répondu à ma question. Je pense que, je pense que il est question déjà de commencer avec ce qu'on a, oui, Mhm. et de chercher de savoir qu'il peut y avoir d'autres ressources qui vont nous permettre de mieux nous préparer. Ouais, Donc, merci. d'accord, je t'en prie, Maël Ivan. OK. Bon, je vais passer à la question qui suivait. Ça, c'est la question de Sarah. Si quelqu'un a terminé sa faculté mais n'a pas encore reçu de diplôme, y a-t-il un document alternatif pour prouver que vous avez fini vos études de médecine, comme une attestation, etc., où il faut le diplôme absolument? Euh, Merci pour ta question, Sarah. Question très pertinente. Euh, je suis pas sûr que j'aurai une réponse claire à cette question. Mais non, je préfère te référer, genre, au Conseil médical du Canada. Tu peux les contacter et poser cette préoccupation-là. Mais euh, de ce que j'ai vu, ça dépend vraiment des écoles. Il y a des écoles qui délivrent des attestations, mais qui écrivent sur l'attestation que cette attestation fait lieu de diplôme, en attendant la délivrance du diplôme. Je connais des gens qui ont utilisé cette attestation-là pour authentifier et puis pouvoir continuer le processus d'équivalence. Mais il y a d'autres où l'attestation délivrée, genre, c'est juste une attestation simple et puis on dit que le diplôme sera délivré plus tard. Là, ça vraiment au CMC au Conseil médical du Canada de vous répondre et de vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut. Donc, comme j'ai dit, je n'ai pas vraiment de réponse claire, malheureusement, par rapport à ça. Donc, c'est mieux de contacter le Conseil médical du Canada. Ils ont, euh, ils ont un service de clavardage. Ouais, ils ont un service de clavardage. Je ne sais pas si vous voyez mon écran là, mais en général, aux heures ouvrables, ils sont très réactifs. Donc, si vous mettez votre nom, bon, matricule, ça c'est optionnel, la de naissance optionnelle, et puis vous débutez la session. Actuellement, il est 18 heures de Montréal, donc c'est plus les heures ouvrables. Mais si vous le faites aux heures ouvrables, quelqu'un va forcément vous répondre. Alors, vous allez échanger par message et puis la personne pourra répondre à vos questions. Euh, bon, j'espère que j'ai essayé de répondre à ta question, Sarah.
OK. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une autre question? Même ceux qui parlent en anglais, si vous avez des questions en anglais, allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions. So, if you have question in English, like feel free to ask your question. For my fellow English speaker. Est-ce que vous aurez d'autres questions? Même des questions personnelles, hein, ou bien me concernant, ou bien sentez-vous libre. Avez-vous d'autres questions? Oui, Flora. Oui, bonsoir, Doc. Bonsoir. Et merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes de recevoir tous ces conseils vraiment valeureux pour tous ceux qui ont pour projet d'immigrer au Canada et d'exercer dans la profession, dans le domaine sanitaire. Voilà, ma question, c'est une question de curiosité, hein. Je ne suis pas dans le domaine sanitaire, je suis seulement, je suis de nature curieuse et j'aimerais découvrir et à avoir le maximum d'informations possibles pour pouvoir éventuellement aider les personnes à l'avenir. Donc, j'aimerais savoir quel est le parcours classique pour devenir médecin au Canada. Donc, après avoir obtenu son bac et peut-être même avant, je ne sais pas s'il y a des prérequis sur la spécialité en baccalauréat, parce qu'il y a des gens qui ont un baccalauréat littéraire, d'autres d'un baccalauréat technique et d'autres scientifiques. Donc, quel est le parcours vraiment classique qu'un individu devrait suivre pour exercer comme médecin au Canada? Merci. Merci beaucoup pour ta question, Flora. Question très pertinente. Euh, En général, on pense souvent à nous, mais on ne pense pas aux autres. Donc, merci beaucoup, Flora. Nous avons posé cette question. Dans cette question, ça va un peu m'amener à parler de c'est quoi les études de médecine, c'est quoi les études de médecine au Canada, comment ça se passe. Donc, j'ai essayé de partager mon écran là. Ça, c'est... euh, bon, je vais dire le site d'admission aux études de médecine, Université McGill, c'est là où moi je fais ma résidence. Euh, bon, là vous pourrez avoir les étapes, donc je vais peut-être copier le lien pour partager dans le chat, mais je vais essayer de résumer pour qu'on ait une idée globale. Euh, bon, c'est vrai que je vais parler du Québec, qui a un contexte un peu différent des autres provinces, mais en général en Amérique du Nord. Le Québec, c'est une particularité. Mais en Amérique du Nord, pour faire des études de médecine, il faut avoir un diplôme universitaire. Donc, le bac, ce qu'on appelle le baccalauréat chez nous, dans d'autres pays, qui est ici, correspond au diplôme de fin d'études secondaires, ça ne nous permet pas d'entrer directement en médecine. Il n'y a qu'au Québec que ça se fait. Mais partout, quand vous sortez du Québec et que vous allez dans d'autres provinces ou que vous allez aux États-Unis, pour faire médecine, il faut avoir un diplôme universitaire. Donc, il faut avoir au moins ce qu'ils appellent un bachelor ou une maîtrise ou un PhD. Ça dépend. Mais le diplôme minimal qu'on demande pour entrer en médecine, c'est un bachelor.
Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, une fois que tu as ton diplôme universitaire, tu vas postuler au programme de médecine. La chose à savoir, c'est que il n'exige pas que ton diplôme universitaire soit dans un domaine bien précis. Non. Tu peux avoir un bac en droit, tu peux avoir un bac en chimie, tu peux avoir un bac en informatique, dans n'importe quelle discipline que tu veux. Mais avec ça, tu peux postuler en médecine. Ils veulent juste se rassurer que est-ce que tu as les bases nécessaires en sciences pour pouvoir faire des études de médecine? Donc, il y a des tests que tu devras passer, des tests que tu devras passer avant de pouvoir présenter ta candidature. Euh, Aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent le MCAT. Euh, Au Canada, ils ont ce qu'ils appellent le CASPER. C'est vrai que le CASPER, c'est plus des tests de jugement, un peu liés à l'éthique, ça mesure ton raisonnement et tout ça. Et puis, ils vont aussi regarder tes relevés de notes. Donc, avec ça, tu vas postuler. En général, si ton dossier est intéressant, ils ont des critères bien spécifiques pour coter les étudiants. Si tu as une bonne cote en fonction de c'était quoi ton, euh, euh, c'était quoi tes performances pendant tes études. Et parallèlement à ça, ce qui se considère aussi beaucoup, c'est qu'est-ce que tu as fait en dehors des études. Est-ce que tu étais impliqué dans ta communauté? Est-ce que tu as réalisé des choses? Est-ce que tu as aidé les gens, des trucs comme ça? Ça aussi, ça compte beaucoup. Donc, si ton dossier est intéressant, ils vont t'inviter en entrevue et après les entrevues, ils vont sélectionner les meilleurs candidats, genre, de tous ceux qu'ils appellent en entrevue. Donc, euh, pour entrer en médecine, c'est ça. Et donc, ici en Amérique du Nord, la médecine, c'est 4 ans. Ce n'est pas 7 ans comme chez nous au Cameroun, ou bien 8 ans comme au Sénégal ou comme au Togo. Ici, la médecine, c'est 4 ans. C'est 2 années de sciences fondamentales et 2 années de stage. Et après ça, ils ont leur diplôme de base en médecine. Après le diplôme de base en médecine, et il y a une autre procédure de sélection pour entrer en résidence, donc pour faire sa spécialité. Donc, de manière résumée et rapide, c'est un peu ça qu'il faut pour faire la médecine, pour exercer comme médecin en Amérique du Nord, plus précisément au Canada, au Québec. Le cas du Québec est particulier parce que pour faire médecine au Québec, quand tu finis le cégep, ils ont, ils ont un système scolaire qui est un peu différent de tous les autres provinces du Canada. Parce que le cégep, en fait, ici, leur école secondaire, ça finit, ils disent souvent secondaire 5. Donc, c'est 5 ans. Après avoir fini tes études primaires, leur secondaire, c'est 5 ans. Après le secondaire, tu passes ce qu'ils appellent le cégep. Le cégep, c'est 2 à 3 ans. Donc, tu vas faire 3 ans de cégep, par exemple, en sciences ou bien je ne sais pas en quoi. Et après ce cégep-là, tu as ce qu'ils appellent ton DEC, diplôme d'études collégiales. Et avec ce diplôme d'études collégiales, qui semblerait correspondre à ce que nous on appelle le baccalauréat au pays, tu peux candidater pour faire des études de médecine. Et là, si tu candidates pour faire des études de médecine avec un diplôme d'études collégiales, ton, ton cursus de médecine va faire 5 ans. Ça ne va pas faire 4 ans comme pour ceux qui ont eu un diplôme universitaire. Donc, au Québec, tu auras, tu auras ces deux profils-là. Des gens qui n'ont pas fait l'université, mais qui ont fait des études de médecine, et des gens qui ont fait l'université et qui ont fait des études de médecine. Et puis après, dès qu'ils ont les diplômes de base en médecine, ils vont postuler pour les spécialisations. Et puis, en fonction des intérêts aussi, des performances pendant les études de médecine et des réalisations en dehors de l'école, ils pourront ou pas avoir leur premier choix de spécialisation. Donc, de manière rapide, c'est ce que je peux dire. Ça, ce parcours-là est différent de quelqu'un qui vient de l'étranger, étant déjà médecin. Et quelqu'un qui vient de l'étranger, étant déjà médecin, là, plusieurs options vont s'offrir à lui. Soit il fait son équivalence et puis il entre directement en spécialisation, soit, bon, il fait toujours son équivalence, mais il recommence les études de médecine, mais pas là à zéro. En général, euh, il y a un parcours qui leur permet de refaire juste les 2 années de stage. Et puis après, ils ont un diplôme de médecine de base dans une université canadienne
aux Québécoises. Et après ça, ils peuvent commencer la spécialisation. Donc, maintenant, pour clôturer, si moi, par exemple, j'ai des enfants en jeune âge et je veux que demain ils deviennent médecins et que je me demande, OK, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter leurs chances de devenir médecin demain, vu que c'est un parcours très sélectif? La première chose, c'est qu'il faudrait que l'enfant ne fréquente pas seulement, mais qu'il fasse beaucoup de choses en dehors de son école. C'est vrai qu'ici, le contexte est vraiment propice à ça. Ça peut être le sport, ça peut être bénévole dans une association, ça peut être un projet lui-même qu'il va décider genre, de monter et puis de suivre. C'est ce qu'ils appellent le leadership ici. Et puis après, il faudrait aussi qu'il soit bon à l'école, parce qu'après, on regarde aussi les notes et les performances académiques. S'il peut postuler pour avoir des prix, pour reconnaître ce qu'il a fait, là aussi, ce sera aussi le top. Donc, des profils comme ça, c'est des profils comme ça qu'ils aiment en général en médecine. Et puis après, bon, le moment venu, dès qu'il aura fini avec son école secondaire et qu'il aura son diplôme universitaire, dépendamment de où est-ce qu'il est au Canada, il va postuler et puis, bon, il pourra avoir sa place. Et donc, en médecine ici, on aura des profils tellement variés. Moi, je connais quelqu'un dans un programme de résidence qui avait un baccalauréat en droit et qui a même été avocat. J'ai entendu parler de quelqu'un qui était journaliste par le passé, quelqu'un qui était enseignante, mais qui est revenu faire médecine. Et j'ai fait des stages avec quelqu'un qui était ingénieur aérospatial pour les forces armées canadiennes, mais qui est revenu faire médecine. Donc, pour dire que c'est possible, euh, même après avoir fait son parcours, et on peut toujours revenir faire médecine. Donc, et Flora, tu peux te convertir, c'est possible. Donc, c'est ce que je peux dire pour ce qui est de comment faire des études de médecine ici. Mais je connais aussi quelqu'un au Cameroun qui avait sa maîtrise en biochimie, licence ou maîtrise, je ne me rappelle plus, mais qui a immigré, il est arrivé au Canada, il a encore refait une maîtrise, et puis avec sa maîtrise, il a postulé en médecine et il a entré en médecine. Aujourd'hui, il est médecin. Donc, même partant du Cameroun, c'est toujours possible de refaire la médecine. C'est 4 ans d'études pour avoir les diplômes de base. Et puis bon, il faut compter en moyenne 2 à 5 ans de spécialisation. Donc, juste pour dire que c'est possible. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas médecins ici et qui sont intéressés par le parcours de médecine au Canada. Bon, je veux aussi rapidement qu'on survole la page de l'Université de McGill. Dans les 10 étapes 1, lisez nos messages aux candidats potentiels, explorez nombreuses raisons avant de postuler. Déterminez votre catégorie de candidats. Quand on dit catégorie ici, je pense que c'est le cursus universitaire. Bref, ceux qui ont eu un diplôme de médecine ou, pardon, ceux qui ont fait l'université ou ceux qui n'ont pas fait l'université. Mais bon, là, vous allez un peu voir tous les candidats qu'il y a et tout. Bref, donc, et puis étape 3, ils disent date limite pour déposer tout. Étape 4. Bref, je pense que j'ai partagé le lien dans le chat et puis vous pourrez consulter ça ultérieurement. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Flora. Bien, tu aurais d'autres préoccupations avant qu'on avance. Ok, c'est clair. Je t'en prie, Flora. Merci aussi pour ta question. Très peu de personnes m'ont posé cette question-là. Donc, vraiment, j'ai trouvé ça assez spécial. Euh, la question de Tati. Lorsqu'un diplômé international en médecine passe le ACMC partie 1 ou le Q1 et l'ECOS en Ontario, c'est quoi la prochaine étape s'il veut exercer dans la province de l'Ontario? OK. Si tu as passé l'examen d'aptitude du Conseil médical du Canada partie 1 et l'Écosse, la prochaine étape, bon, la plus accessible, c'est celle de la voie de la résidence, dont la spécialisation. Donc, tu vas devoir postuler au programme de résidence qui sont disponibles en Ontario, vu que c'est là-bas que tu vas exercer. Et puis, tu vas passer par tout le processus de sélection que ça demande.
Donc, tu vas envoyer ta candidature, lettre de motivation, lettre de référence, CV, parcours et tout ça. Et puis, si ton dossier est intéressant, il t'invite en entrevue. Si l'entrevue est concluante, tu as une place en résidence, tu commences ta résidence. Et après, à la fin de ta résidence, tu as ton diplôme, tu peux exercer où tu vas en Ontario. Bon, c'est vrai que là-bas, ils ont ce qu'ils appellent Return of Service pour les médecins diplômés à l'étranger. Donc, tu vas devoir travailler quelque part dans un endroit bien défini pendant une certaine période. Mais je pense aussi qu'après avoir réussi le Q1, il y a ce qu'ils appellent, bon, je ne sais pas s'il y a ça en Ontario, mais ce qu'ils appellent Clinical Assistant. C'est un peu comme adjoint médecin. Donc, tu travailles un peu comme l'adjoint d'un médecin sans toutefois travailler pleinement comme médecin. Donc, tu n'es pas entièrement autonome parce qu'il y a des tâches que tu pourras faire. Tu ne pourras pas faire toutes les tâches d'un médecin. Je sais qu'il y a ça au Manitoba, il y a ça en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick aussi, mais pour l'Ontario, je doute. C'est une information à vérifier. Mais c'est aussi, genre, une option. C'est aussi bien payé. Mais comme j'ai dit, tu ne travailles pas pleinement comme médecin. Mais en général, c'est une position d'attente. Donc, il y a des gens qui le font souvent en attendant avoir une place en résidence pour faire la spécialisation. Donc, voilà les parcours que je connais. Et je sais aussi qu'une fois que tu as réussi l'examen du Q1, tu peux aussi faire comme des stages d'observation avec des médecins dans leur cabinet de consultation. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Tati. Si je n'ai pas répondu entièrement, tu peux me relancer. Tu peux ouvrir ton micro et puis tu fais des précisions. Euh, OK. Tati, j'espère que j'ai répondu à ta question. Bon, Yvan, quand on lance la procédure d'équivalence, bon, peut-être tu voulais dire de vérification à la source et qu'elle suit son cours. Si on ne prévoit pas faire le ACMC 1, peut-être parce qu'on veut s'orienter en recherche et nous donnons quand même un document à la suite de cette équivalence où le test est obligatoire, du style sans cela, pas d'équivalence fournie. Bon, et il y a ce que le Conseil médical du Canada appelle EDE. Euh, hum, je pensais avoir vu ça écrit quelque part ici. Voilà, rapport d'évaluation des diplômes d'études, EDE. Bon, ça c'est, je vais dire une pseudo-équivalence parce que ça ne permet pas de faire grand-chose. Mais c'est le document que les médecins doivent avoir pour faire la procédure d'immigration quand on demande l'équivalence de diplôme. Pour ceux qui n'ont que le diplôme de médecine, il faut qu'ils demandent un EDE. Donc, quand tu as fait ta vérification à la source, même si tu n'as pas encore réussi le ACMC partie 1, tu peux demander ça, le DE, un rapport d'évaluation des diplômes d'études. Donc, c'est un document qui va dire que oui, effectivement, tu as suivi une formation dans ton pays euh, qui correspondait à une formation médicale de base. Donc, simplement, c'est ce que ça veut dire. Bon, en dehors de services d'immigration, je ne sais pas qui d'autre demande souvent un document pareil. Moi, on me l'a jamais demandé. Donc, bref, ce sera à toi de voir si tu vas demander ça ou pas. Mais bon, tu peux toujours le demander quand même, l'avoir sous la main au cas où, on ne sait jamais. J'espère que j'ai répondu à ta question, Evan. OK, super. Bon, Maël, le SMC1 permet-il d'exercer dans certaines provinces? Oui, oui. Il y a ce qu'ils appellent clinical assistant. Euh, euh, hmm. Ce sont des postes, comme je disais, qui, qui sont réservés aux médecins diplômés étrangers qui ont réussi le Q1. Je pense qu'on va faire ça, on va essayer de voir. Euh, euh, ouais,
je pense que là, ils vont peut-être nous dire un peu plus. Bon, c'est vrai que là, le document ici, c'est en anglais, mais voilà. Donc, pratiquement tous ces postes ici, Associate Physician, ça c'est en Colombie-Britannique, ou en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, Prince-Édouard, Associate Physician, Clinic Assistant. Ouais. Donc, euh, voilà à peu près euh, les, les postes auxquels, après avoir réussi le SMC Party, vous pouvez postuler, genre dans d'autres provinces. Je ne vois pas l'Ontario ici, donc je pense que peut-être l'Ontario n'a pas un programme pareil. Ça, c'est pour revenir à la question de Tati. Et par exemple, en Alberta, il demande juste, parce que là, vous voyez, exams required, il demande juste le QA1, Saskatchewan aussi. Au Manitoba, il demande le QA1 ou le NAC. Mhm. Nouvelle-Écosse, uniquement le Q1. Donc, vous voyez que beaucoup la demandent juste le Q1 comme examen. Bon, après, il y a aussi genre des délais de pratique. Donc, il faut avoir exercé genre tel nombre de temps dans les 3 dernières années ou dans les 5 dernières années. Donc, c'est à peu près ça. Je vais vous envoyer aussi le lien vers ce document-ci pour ceux qui peuvent lire en anglais. Mais vous pouvez l'avoir aussi en français si vous fouillez bien sur Google parce que c'est quand même bilingue. Donc, euh, j'espère avoir répondu à ta question, Maël. Oui, oui, merci, vraiment merci pour cette précision-là, c'est très intéressant, merci. Ok, je t'en prie. Bon, est-ce qu'il y a une autre question? On avait prévu 1h30 et je pense qu'on a déjà un peu légèrement débordé. Ça, c'est Michel. Euh, je n'arrive pas à copier les liens que vous avez partagés en répondant à mes questions. S'il vous plaît, quelqu'un, vous pouvez vous retransférer les liens. Conseil médical du Canada, celui du collège et un autre que j'ai oublié. Bref, s'il y a un volontaire qui peut copier les liens et coller dans le chat, s'il vous plaît, pour que Michel puisse avoir accès à ça. En attendant, je vais essayer de répondre aux questions de ceux qui ont encore des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, pour ceux qui sont intéressés, euh, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui se préparent déjà pour la CMC partie 1, il y a la plateforme de MacuBank. Vous pouvez créer votre compte, avoir accès aux questions d'entraînement gratuitement. Pour les examens blancs, il faudra s'abonner. Mais il y a aussi un groupe WhatsApp que vous pouvez rejoindre. Là-bas, vous pourrez poser aussi vos questions. Et puis, ceux qui ont l'information pourront répondre. Moi aussi, en fonction de ma disponibilité, je ne vais pas aussi hésiter à répondre à vos questions. Donc, hmm, je vais copier. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir partagé les liens avec Michel. Donc, là, j'ai partagé le lien du groupe WhatsApp. Vous pouvez décider de rejoindre le groupe. Et puis, le lien vers la plateforme de MacuBank aussi. Vous pouvez créer le compte si vous êtes intéressé. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vais remercier tous les participants d'avoir pris de votre temps pour, pour rester à cette séance de questions-réponses. J'espère quand même avoir aidé des personnes qui avaient des questions, des inquiétudes. Euh, et j'espère que j'ai encouragé ceux qui se posaient des questions de savoir est-ce que c'est possible, est-ce qu'ils peuvent. Mais sinon, je vous encourage. Je pense que rien n'est impossible dans la vie. Le plus important, c'est, c'est d'avoir la volonté. Tout commence là. Et puis, si on a la volonté,
on pourra aller plus loin qu'on ne le pense. C'est possible d'avoir mon contact personnel dans le groupe WhatsApp. Vous intégrez au WhatsApp, forcément là-bas, vous allez seulement avoir mon contact. Je suis l'un des administrateurs du groupe et puis sentez-vous libre de, de rejoindre le groupe ou alors de m'écrire en inbox avec mon numéro. Hmm, je vais vous envoyer mon numéro, mais comme je vous ai dit, je ne pourrai répondre que en fonction de mes disponibilités. Donc, en général, c'est les week-ends que j'essaie de passer en revue les messages et puis de répondre. Donc, vous aussi laissez un numéro, un message WhatsApp à ce numéro-ci et puis dès que je serai disponible, je vais répondre. Bon, donc, je souhaite à tout un chacun une bonne soirée ou une bonne journée, en fonction de là où vous êtes. Et bon, une prochaine fois.